Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence, en fait notre dernière de l'année, conférence scientifique du Réseau québécois de soins palliatifs et de fin de vie. On va y aller de l'avant avec cette conférence-là. On a la chance aujourd'hui d'avoir Diane Tapp, conférencière qui est à la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval et au Centre de recherche de cardiologie et pneumologie de Québec. Donc, on va avoir la conférence. En fait, le titre, c'est sur les connaissances, attitudes et représentations des pratiques des Québécois par rapport aux pratiques de soins de fin de vie. Oups, Alors, une petite erreur un petit copier-coller. ouais, bon. Oui. Donc, voilà, sans plus tarder, je lui laisse la parole. Merci, Diane. Merci François. Bonjour à tous. Ça me fait très, très plaisir d'être ici virtuellement, pour vous présenter les résultats préliminaires du projet CORE. CORE pour connaissances, attitudes et représentation. Puis je m'excuse, il y avait une petite erreur dans le titre, là, des Québécois par rapport aux pratiques de soins de fin de vie. En fait, on s'entend tous pour dire que l'aide médicale à mourir a transformé d'une manière radicale le paysage, le portrait des soins de fin de vie au Québec. C'est maintenant 2% des décès qui s'effectuent ou se terminent par aide médicale à mourir. Les Québécois sont largement favorables à l'aide médicale à mourir et cette tendance-là ne s'essouffle pas. Et si bien qu'on peut dire que désormais, sincère un peu, je dirais pas naturellement, mais quand même assez bien dans l'offre de services offerte à la population en fin de vie. Et même il y a une certaine tendance, ou une tendance lourde ou un certain discours qui nous porte à penser que la population aurait peut-être même une préférence pour l'aide médicale à mourir, notamment quand on analyse les données de certaines régions, on voit qu'il y a plus d'administration d'aide médicale à mourir que de sédation palliative. Puis on voit aussi un discours dans la population par rapport à la faveur envers cette pratique-là. Donc, on s'est questionné, en fait, pourquoi et qu'est-ce qui pourrait expliquer cette tendance lourde qu'on semble un peu voir émerger. Est-ce que c'est une question de connaissance? D'abord, on entend souvent une certaine confusion, des certains mythes entourant l'injection de narcotiques en fin de vie qui pourrait entraîner la mort, précipiter le décès. Même chose du côté de la sédation palliative. Donc, il semble avoir une certaine confusion par rapport aux pratiques de fin de vie et leur lien entre la précipitation du décès et l'aide médicale à mourir. Aussi, par rapport à la connaissance, bon, on dit il y a des éléments qui peuvent influencer, notamment l'aide médicale à mourir a bénéficié d'une énorme visibilité depuis là, 2013 en lien avec la Commission sur la question de mourir dans la dignité. Donc, elle a été largement médiatisée, débattue sur la place publique. On en a énormément parlé, les critères, l'admissibilité, les conditions, tout le processus, ce qui fait que elle a peut-être excusez, elle a peut-être bénéficié finalement de plus de visibilité que les autres pratiques de fin de vie, influençant possiblement les connaissances de la population. Aussi, autre élément qui pourrait possiblement expliquer cet intérêt, une préparation, un accès aux soins de fin de vie variable. On sait que l'accès aux soins palliatifs et de fin de vie est variable dans certaines régions, limité pour certaines populations. On voit dans nos centres de santé certaines trajectoires qui sont plus organisées pour certaines clientèles que d'autres. On pense aussi aux populations plus marginalisées, plus précaires, qui ont moins accès aux soins palliatifs, aux soins de fin de vie. Donc, il y a peut-être une préparation et un accès variable à certaines ressources en fin de vie. Alors qu'elle, l'aide médicale à mourir est beaucoup plus balisée légalement. Elle est réglementée, des formulaires, des demandes, ce qui fait qu'il y a comme une normalisation, une structure très forte qui veut finalement aplatir ces inégalités-là, je dirais, en termes d'accès aux soins de fin de vie, aux soins palliatifs et aux soins de fin de vie de manière plus classique. Donc, il y a peut-être un bouleversement finalement des portes d'accès entourant ces soins-là. Et aussi, il faut dire qu'au Québec, au Canada également, ben on n'est pas des champions de planification avancée. Donc, elle est estimée, là, c'est même 20-30%. Je relisais justement hier que au Canada, bon, l'Association canadienne Soins-PAL l'estime plus 13-18%. Donc, on est vraiment bas en termes de planification avancée, ce qui fait que est-ce que les gens sont
se préparent, sont dans l'éventualité qu'ils vont décéder ou qu'ils vont avoir besoin de faire des choix en matière de soins palliatifs et de fin de vie. Est-ce qu'ils sont préparés? Ça, c'est une question. Et autre élément qui peut nourrir ces certaines préférences, c'est que possiblement que l'expérience peut nourrir cette représentation là ou cette vision-là de ce qu'on veut, de ce que représente une bonne mort, puis ce qu'on aimerait voir à la fin de notre vie. Donc, autant d'avoir eu une expérience, soit positive ou négative, peut influencer cette expérience-là, de dire moi, je veux ça ou je ne veux à tout prix pas vivre ça, mais aussi le fait de rien avoir vécu nous donne une certaine représentation de ce que peut être mourir. Et pas plus tard que ce matin, j'avais une discussion avec mon coiffeur qui dit ah moi l'aide médicale à mourir, je veux pas agoniser à n'en plus finir. Fait que, il y a juste une vision finalement de ce que sont les soins de fin de vie, ce que ça peut représenter. Donc, vraiment, cette question-là de est-ce que si vraiment les gens, la population préfère ou ont tendance à préférer l'aide médicale à mourir et pourquoi par rapport aux autres pratiques. C'était un élément de départ qui nous intéressait beaucoup, Gina et moi, et qui nous a amené à développer le projet. Aussi, autre question, c'est quels sont les déterminants de l'attitude de la population à l'égard de l'aide médicale à mourir et aux autres pratiques de fin de vie. Est-ce que c'est justement une question de connaissance? Est-ce que c'est l'expérience? Est-ce que c'est des conditions de santé chroniques, irréversibles qui amènent les gens à réfléchir, à se poser des questions sur leur souhait de fin de vie? Est-ce que c'est des dimensions de précarité, marginalité sociale, financière ou simplement tout autre facteur plus d'ordre individuel, comme par exemple la scolarité ou l'importance accordée à la religion, pour n'en nommer que quelques-uns. Donc, on a mis sur la table des grands objectifs, donc de comparer d'abord les connaissances et attitudes des Québécois par rapport à l'aide médicale à mourir et aux autres pratiques de fin de vie, évaluer l'influence des connaissances sur l'attitude face à l'aide médicale à mourir et aux autres pratiques en contrôlant pour des facteurs individuels et finalement explorer d'autres éléments qui peuvent influencer cette attitude, dont la représentation sociale des pratiques de fin de vie. Puis, je voudrais vraiment porter à votre attention que l'idée derrière ce projet-là, puis l'accent qu'on met sur les connaissances, c'est pas de dire que la personne qui demande une aide médicale à mourir et qui la reçoit manque de connaissances sur les pratiques de fin de vie. Mais c'est plutôt en amont du processus de dire, à partir du moment où la personne se fait une représentation de ce qu'est la fin de vie, des options en matière de soins de fin de vie, est-ce qu'elle possède toutes les informations nécessaires? Est-ce qu'elle a suffisamment d'informations pour se faire une idée, je dirais, entre guillemets, là, vous ne me voyez pas, mais je fais vraiment les guillemets, une idée réaliste de ce que c'est pour dire, moi, je voudrais ça plus que ça ou pas. Donc, c'était pas tant les patients en tant que tels, les personnes qu'on respecte entièrement, là, ça va vraiment bien saisir l'idée du projet. On respecte entièrement le choix. Le questionnement est vraiment en amont du processus, et de là l'importance de cibler la population et non pas les personnes qui font des demandes. Mais au préalable, pour remplir ces objectifs-là et pour évaluer le réalisme du projet, la faisabilité, bien, on a en fait élaboré des objectifs spécifiques qu'on a été évalués là, à travers le projet pilote du RQS-VAL. Donc, d'abord, de cibler tenter de cibler certaines clientèles qu'on pensait avoir des connaissances et une attitude différente par rapport à l'aide médicale à mourir et aux soins de fin de vie. Donc, tester finalement les objectifs avec 4 clientèles ou 4 populations spécifiques, soit, excusez-moi, soit les personnes ayant accompagné des personnes en fin de vie de manière générale, des personnes ayant accompagné des personnes en fin de vie en situation de démence, parce qu'on pense que oui, soins palliatifs et de fin de vie, mais que c'est deux contextes, je dirais, en termes de maladie, trajectoire de maladie, mais aussi d'accès aux services de santé est vraiment différent. Les personnes ayant des conditions de santé chronique, comme je vous disais tout à l'heure, donc avec le caractère irréversible de la maladie, donc déjà dans un processus de planification avancée.
et finalement des personnes vivant en situation de précarité et de marginalité sociale et financière. Autre élément, c'est qu'on disait, ben, c'est un projet assez vaste, assez large. Comment on fait pour rejoindre la population avec des moyens de recherche, disons, les plus limités possibles, les moyens financiers et humains les plus limités possibles compte tenu de la réalité de la recherche. Donc, on voulait aller tenter des modalités de recrutement et d'administration de questionnaires qui étaient, disons, émergentes, soit le recrutement par médias sociaux. Une des questions qu'on se posait, c'est, bien, compte tenu de la nature du sujet, la nature sensible de ces questions-là, est-ce que c'est possible? Est-ce que les gens vont vouloir prendre de leur temps pour répondre à des questions en ligne? Est-ce qu'on va rejoindre cette population-là aussi? Donc, c'était les deux objectifs spécifiques en lien avec le projet RQS-PAL. Excusez-moi. Donc, la méthode que nous avons utilisée pour ce projet-là, c'était un devis mix séquentiel. Donc, d'abord une phase quantitative avec un questionnaire et qualitative par la suite. Donc, les gens qui remplissaient le questionnaire quantitatif étaient invités à contacter l'équipe de recherche pour participer à une entrevue qualitative. On visait un échantillon de 120 participants, donc au minimum 30 participants par groupe, avec un recrutement large, vraiment presque sans critères d'inclusion, ça veut dire toute personne capable de lire et majeure, donc et intéressée à participer, bien entendu. Donc, c'est un recrutement large via les médias sociaux qui était piloté par la fondation du CRI-UCPQ. En fait, toute la page Facebook, toute la... Excusez-moi, est-ce que vous pouvez fermer votre micro? Merci. Donc, il était vraiment piloté par le CRI-UCPQ. Ce détail-là, je vais y revenir plus tard. On avait aussi, en fait, un des objectifs, c'était de tester différentes modalités. Donc, on avait des affiches physiques aussi, puis on passait par les listes de diffusion, courriels et infolettes d'organismes partenaires, surtout, mais pas exclusivement, dans la région de Québec, Montréal, Sherbrooke. Donc, notre questionnaire était composé en fait, a été élaboré à partir de deux questionnaires existants contenant deux vignettes, donc des situations de soins de fin de vie, mais une démence et l'autre cancer, mettant en évidence 7 pratiques de soins de fin de vie. Donc, sédation palliative pour patients atteints de cancer, on avait aide médicale à mourir, on avait suicide assisté, protocole de détresse respiratoire, on avait l'aide médicale à mourir pour la personne atteinte de démence, on avait aussi une abstention de traitement, puis on avait la sédation palliative pour la personne atteinte de démence. On a pré-testé le questionnaire là, auprès d'experts, aussi au public, avec un public cible. Et une des particularités, c'est qu'on avait la possibilité, en fait, les participants avaient la possibilité de remplir le questionnaire papier ou en ligne, et le questionnaire était disponible à la fois en français et en anglais. Les entrevues qualitatives, je passe assez rapidement parce que je vous en parlerai pas aujourd'hui. Les entrevues sont toujours en cours d'analyse. Donc, les entrevues qualitatives, compte tenu du type de recrutement qui était large et peu structuré, ben, on avait besoin d'avoir des modalités de réalisation des entrevues assez flexibles aussi. Donc, on procédait par vidéoconférence ou téléphone. Quand les gens étaient à Québec, à l'UCPQ, le comité d'éthique nous a permis de rencontrer physiquement les personnes quand c'était leur désir, mais c'était vraiment quelques exceptions. Les entrevues duraient 30 à 60 minutes et portaient plus spécifiquement en complémentarité là, des objectifs sur les représentations des pratiques de soins de fin de vie, en particulier l'aide médicale à mourir et la sédation palliative. Les analyses ont été effectuées par un statisticien du CRI-UCPQ. On a fait, bien entendu, des statistiques descriptives qui vont vous être présentées, des régressions logistiques, des Ki2, tout ça via le logiciel SAS là, par le statisticien. J'apporte votre attention sur le questionnaire ou comment on a conceptualisé finalement les connaissances et l'attitude. Les connaissances, on voulait vraiment voir la capacité des gens de savoir si c'était une pratique reconnue légale dans nos milieux au Québec.
mais aussi de voir est-ce que c'est une aide médicale à mourir ou pas, de par notre connaissance de la confusion entourant les différentes pratiques. Donc, on évaluait les connaissances sous ces deux aspects-là. Et dans les analyses, on a fait comme un score de connaissances, à savoir si la personne était capable d'avoir les bonnes réponses aux deux questions. Par rapport à l'attitude, on l'évaluait de deux façons. Donc, l'attitude par rapport à autrui dans le cadre de la vignette par rapport aux 7 pratiques. Donc, est-ce que je suis favorable à ce que soit administré XY à monsieur ou madame? Et l'attitude par rapport à soi-même, dans quelle mesure c'est probable que je demande telle pratique. Donc, pour cette dernière évaluation de l'attitude, c'était spécifiquement lié à la sédation palliative et l'aide médicale à mourir. Donc, les résultats préliminaires, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est les statistiques descriptives essentiellement et quelques analyses préliminaires en lien avec les connaissances, les attitudes selon les différents groupes. Donc, les données sociodémographiques, qu'est-ce qu'on a eu comme échantillon? Finalement, on a eu beaucoup de participants. On a eu une excellente réponse. Le recrutement via médias sociaux a été particulièrement efficace. Les listes de diffusion aussi ont récolté beaucoup de participants. Donc, on a eu 962 questionnaire complet. Donc, on a eu on a eu plus de 1000 participants, 1200 participants pour être plus juste, mais parmi ces participants-là, il y a quelques questionnaires qui ne sont pas complétés ou des gens qui n'ont pas répondu aux questions. Les données que je vous présente, la majorité des données, surtout les analyses statistiques, ont été faites sur un échantillon d'environ 875 participants. L'âge moyen des participants est de 58 ans. Donc, on a eu des participants très jeunes et un peu plus âgés, jusqu'à 91 ans. Notre échantillon était composé à 96% francophones et à 90% de femmes. Donc, bien entendu, je vais y revenir tout à l'heure. Donc, 8% d'hommes, 2% trans, non-binaires. La scolarité aussi des participants était quand même assez élevée, donc 45% un baccalauréat et plus, et 26% un DEC et plus. Donc, quand même, une bonne partie de nos répondants étaient assez scolarisés. La représentation des 4 groupes dans notre échantillon, l'expérience d'accompagnement en situation de fin de vie excluant démence était quand même très bien représentée, donc 73%. En situation de démence, c'était plus 37,5%. Mais je veux bien qu'on s'entende sur le fait que ça se peut qu'une personne ait vécu ces deux expériences-là. Donc, c'était pas exclusif, mais bien qu'on demandait aux personnes s'il y avait eu à accompagner une telle personne. On a eu un petit peu plus de difficultés à rejoindre la population vivant en situation de précarité. Là, ici, c'est vraiment la précarité financière que je vous présente. Les patients ayant une perception négative de leur santé. Puis ça aussi, on a d'autres données qui nous restent à analyser, là, à recoder tout ça par rapport aux maladies et aux conditions de santé. Mais là, dans ce cas-ci, j'ai fait d'abord les analyses sur les gens qui disent que leur santé est mauvaise ou considèrent qu'ils ne sont pas dans un bon état de santé. Donc, juste garder cette limite-là en tête. Donc maintenant, qu'est-ce qui est ressorti par rapport aux connaissances des pratiques de soins de fin de vie? Mais par rapport à la sédation palliative continue, c'est 54% de notre échantillon total qui a été en mesure d'avoir les bonnes réponses aux deux questions, savoir si c'était légal et si c'était une aide médicale à mourir ou pas. Donc, c'est presque une personne sur deux, alors que les réponses étaient la capacité de distinguer les bonnes réponses était beaucoup plus élevée pour l'aide médicale à mourir, donc un 65% contre 35% de mauvaises réponses ou en fait, comprenant, je ne sais pas. Le suicide assisté aussi a eu, d'une manière comparable, des bonnes réponses, donc la capacité de la distinguer de l'aide médicale à mourir avec une proportion comparable, mais le protocole de détresse respiratoire, par contre, a eu davantage de mauvaises réponses
que de bonnes réponses. Donc, ça, c'est un autre un élément sur lequel on va revenir plus tard. L'aide médicale à mourir, on voit un peu la différence, la capacité de distinguer l'aide médicale à mourir, son caractère légal par rapport à la démence, là, était plus une personne sur deux, alors que l'abstention de traitement, on voit vraiment que les gens étaient beaucoup plus en mesure de la distinguer de l'aide médicale à mourir. Donc, elle semblait avoir beaucoup plus de connaissances par rapport à cette pratique-là, et ce qui semble tout à fait justifié compte tenu que ça fait très, très longtemps que cette pratique-là est réalisée dans nos établissements. La sédation palliative en situation de démence a eu un même taux de bonnes réponses, mauvaises réponses par rapport à la sédation palliative pour les personnes en fin de vie. Par rapport à l'attitude maintenant, l'attitude par rapport à autrui, par rapport aux vignettes cliniques, on voit vraiment que l'attitude la plus favorable est vraiment envers l'aide médicale à mourir, suivie de l'abstention de traitement. En troisième lieu, la sédation palliative, et on voit vraiment que le suicide assisté et le protocole de détresse ont vraiment une attitude, la population a une attitude beaucoup moins favorable à cette pratique-là de manière générale. L'attitude pour soi-même par rapport à la sédation palliative et l'aide médicale à mourir, encore une fois, la population a une attitude un peu plus favorable par rapport à l'aide médicale à mourir que la sédation. Et un résultat qui est vraiment intéressant, je trouve, des données qu'on a obtenues, c'est que les gens qui étaient favorables à la sédation palliative étaient aussi très favorables à l'aide médicale à mourir, mais le contraire n'était pas vrai. C'est-à-dire, les gens qui étaient très favorables à l'aide médicale à mourir n'étaient pas forcément favorables à la sédation palliative. Maintenant, qu'est-ce qui influence les connaissances, les facteurs qui ont augmenté dans nos données les connaissances? C'est vraiment le niveau de scolarité, la situation financière, la langue, l'importance de la religion, mais précisément là, sur cet angle-là, c'est vraiment pour la situation où on questionnait la pratique de l'aide médicale à mourir pour le patient inapte. Quand vous voyez en fait 5 pratiques sur 7, c'est qu'on a vraiment analysé pour l'instant chacune des pratiques. Donc, les connaissances par rapport à la sédation palliative pour telle situation, la pratique par rapport au suicide assisté. Donc, on a vraiment décortiqué chacune des pratiques. Et là, c'est un peu le résumé là, de l'ensemble des régressions qu'on a effectuées pour analyser ces données-là. Le sexe, la perception de l'état de santé n'ont pas constitué là, des facteurs d'influence en fait pour aucune des pratiques évaluées. Ce qui est bon pour nous dans le cadre pour le genre, parce que compte tenu de notre échantillon très genré. Les connaissances, l'influence des connaissances sur les attitudes, maintenant vraiment un bref survol. On voit que le fait d'avoir des bonnes connaissances par rapport aux différentes pratiques de soins de fin de vie a fait en sorte que les gens ont tendance à avoir une moins bonne attitude, une attitude beaucoup moins favorable. Donc, bonne connaissance est associée à une attitude moins favorable au suicide assisté. Par rapport à l'aide médicale à mourir en fin de vie, notamment, c'est vraiment, il n'y a rien de statistiquement significatif. Les connaissances ne semblent vraiment avoir aucune influence sur l'attitude. Ce qui est intéressant des données, c'est qu'on questionnait dans le questionnaire par rapport aux craintes que soit administrer l'aide médicale à mourir à des personnes vulnérables ou qui ne voudraient pas le recevoir. Donc, le fait d'avoir des bonnes connaissances par rapport aux pratiques de soins de fin de vie était associé à le fait d'avoir moins de craintes que qu'il y ait des dérapages par rapport à l'aide médicale à mourir. Donc, ce qu'on peut, par rapport à soi-même, maintenant, les connaissances ne semblaient pas influencer l'attitude pour soi-même, autant face à la sédation palliative que l'aide médicale à mourir. Qu'est-ce qui influençait l'attitude en lien avec l'aide médicale à mourir? Bien, ce qui est ressorti, c'est beaucoup la planification avancée, le fait d'avoir effectué une planification avancée, l'importance de la religion, et le niveau de scolarité était très fort.
Par rapport à la sédation palliative continue, c'était dans ce cas-ci simplement la planification avancée qui est ressortie comme étant un facteur d'influence. Donc, le genre, la situation financière, la langue, la qualification d'une mauvaise santé n'ont pas constitué des facteurs d'influence dans notre modèle final. L'influence des expériences maintenant sur les connaissances, mais en fait, on voit vraiment que l'expérience d'accompagnement en situation de fin de vie, que ce soit plus cancer ou tout contexte confondu, à l'exception de démence et en situation de démence, mais en fait, semble vraiment avoir une influence sur les connaissances. Donc, on voyait des bons résultats par rapport aux différentes pratiques. Donc, 5 sur 7 pratiques et 4 sur 7 pratiques. Donc, l'expérience semble avoir une influence sur les connaissances. Par contre, pas sur l'attitude. Donc, c'était vraiment, quand c'est un D, là, ça veut dire que c'est un peu le fruit du hasard. Dans le fond, l'expérience n'influençait pas l'attitude par rapport à autrui ou à soi-même, à l'exception de 2 éléments. L'attitude par rapport au protocole de détresse respiratoire était plus élevé, en fait, était meilleur chez les gens ayant eu une expérience d'accompagnement en situation de fin de vie. Donc, il y avait une attitude plus favorable. Pour les personnes ayant accompagné un proche en fin de vie en situation de démence, il y a un élément qui ressortait, c'est que ces personnes-là avaient tendance à être moins favorables, moins enclins à dire qu'il serait probable qu'ils demandent l'aide médicale à mourir pour eux-mêmes. Maintenant, par rapport à notre autre groupe, les personnes ayant, entre guillemets, là, une mauvaise condition de santé, un mauvais état de santé ou une perception de mauvaise santé, par rapport aux connaissances, ça semblait aussi avoir un impact positivement sur les connaissances par rapport aux soins de fin de vie. Par contre, encore une fois, ça ne semblait pas influencer leur attitude, à l'exception de une certaine attitude par rapport à l'administration de l'aide médicale à mourir à tout patient en fin de vie, qu'il soit souffrant ou pas. Donc, il était vraiment moins favorable et aussi moins favorable au fait d'administrer l'aide médicale à mourir à tout patient qui soit apte, inapte, même s'il en avait fait la demande. Donc, en conclusion de ces résultats-là, par rapport aux connaissances, les connaissances par rapport au suicide assisté au protocole de détresse sont les moins élevées. C'est peut-être quelque chose sur lequel il faudra se pencher ou réfléchir, du moins pour le protocole de détresse respiratoire, parce que c'est une pratique, je dirais pas courante en soins palliatifs, mais quand même importante, qui est marquante pour les patients, mais aussi les proches, surtout les proches. Par rapport aux connaissances, les connaissances par rapport à l'aide médicale à mourir et à la cessation de traitement sont assez satisfaisantes, sont plus satisfaisantes. Maintenant, l'attitude, les Québécois sont plus favorables à l'aide médicale à mourir qu'à la sédation palliative. Et les connaissances et l'expérience ne semblent pas vraiment expliquer ou influencer l'attitude, sauf sur la situation du protocole de détresse respiratoire dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'expérience, en termes de facteurs, l'expérience d'accompagnement, la scolarité, la situation financière sont quelques facteurs qui influencent les connaissances par rapport aux soins de fin de vie. Par contre, l'attitude face à ces pratiques pour soi-même et pour autrui varie davantage parmi les différents groupes, en fait, parmi notre échantillon. Donc, la planification avancée est peut-être un élément sur lequel on pourrait se pencher éventuellement, ou en tout cas qui semble intéressante à explorer. Donc, en termes de limites et de recommandations ou de suivi, de suite au projet. En fait, un projet qui est toujours en cours et qui a été un peu retardé par la COVID et le fait que j'ai eu moi-même la COVID, tranche de vie. Donc,
Il y a d'autres analyses qui sont à venir, quantitatives, à la fois quantitatives et qualitatives. Toutes les entrevues ont été transcrites, mais on est vraiment là à entamer le processus d'analyse. Et les analyses de sous-groupes également. Donc, il y a des éléments, là, je vous parlais des scores, on a discuté avec Gina et moi, là, on a fait des scores de chacune des pratiques, mais là, on va regarder pour faire un score total de connaissances des différentes pratiques, puis de voir qu'est-ce que ça dit de ce côté-là. L'analyse de l'efficacité des médias sociaux. Donc, on a toutes les données de recrutement nécessaires pour faire une bonne analyse, l'efficacité. Pour vous donner une petite idée, on a eu une demande, surtout les 1200, si je compte les 1200 répondants, sans nécessairement avoir rempli le questionnaire au complet, mais en tout cas qui ont ouvert le questionnaire. On a eu une demande pour remplir un questionnaire papier. Donc, ça a été vraiment uniquement en ligne. On voit qu'il y a eu le recrutement des médias sociaux là, composé majoritairement le recrutement, mais il y a quand même à peu près 30% de gens qu'on a rejoints via des listes de diffusion. Donc, ça, il y a une analyse là, intéressante, je pense, à faire de ce côté-là pour bonifier, je dirais, pour la suite, parce que c'est un mode de recrutement, je pense, qui, sans être novateur, je pense qu'il y a quelques années là, que c'est en branle, mais je pense qu'il y a beaucoup de travaux à faire pour améliorer ce processus de recrutement-là, pour limiter les biais. Notamment, je vous parlais de notre échantillon qui est fortement féminin, mais il y a peut-être des façons finalement d'élaborer nos stratégies de recrutement pour contrer ces faiblesses-là et pour rendre l'échantillon plus représentatif. Donc, on va faire des analyses en ce sens-là. Puis, un des éléments qui a peut-être influencé et qui, dans un autre projet à réaliser, ce sera définitivement quelque chose qu'on va tester, c'est-à-dire on a travaillé beaucoup avec le CRUCPQ comme étant le point de départ de tout le recrutement, donc se servir du réseau de diffusion et des activités du CRUCPQ. Mais je pense que dans un projet futur, on ferait affaire avec à la fois la page Facebook du CRUCPQ, du CHUM, de Sherbrooke, des différents partenaires pour que finalement, ça ne parte pas juste d'un endroit, mais que ce soit beaucoup plus comme une toile d'araignée finalement que d'un site. Parce que notre échantillon était beaucoup concentré autour de la région de Québec, Chaudière-Appalaches. Mais je pense que c'est en tout cas, mon hypothèse, puis ce sera analysé, là, mais mon hypothèse, c'est parce que c'était beaucoup lié au réseau de distribution, entre guillemets, là, du CRUCPQ. Donc ça, j'aimerais, en fait, ultimement proposer des stratégies de recrutement plus efficaces pour favoriser ce genre de projet-là, de recherche en ligne. Bien entendu, ces résultats-là sont très locaux au Québec. C'est notre intention de rester au Québec pour cette phase pilote. Donc, on aimerait étendre le recrutement, aller chercher d'autres financements, d'étendre le projet au Québec, comparé avec d'autres provinces au Canada. Il y a aussi d'autres pays en fonction des différentes pratiques, en fonction des spécificités. Donc, cette préférence-là ou cette attitude hautement favorable-là envers l'aide médicale à mourir, est-ce que c'est une tendance très culturelle québécoise? Est-ce que c'est une tendance lourde, sociétale? C'est des questionnements là, qui clairement méritent d'être adressés et qu'on souhaite là, adresser dans le futur. Donc, définitivement, d'autres projets en développement. Donc, voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de répondre. Je pense que ma collègue